Je voulais simplement vous dire à la fois mon bonheur d'être là. Je suis très heureux, en plus de voir une salle qui est pleine, parce que j'ai toujours eu le sentiment que la caractéristique du militant européen, c'est de prononcer des discours enflammés devant des auditoires clairsemés. Alors je ne sais pas si les propos qu'on tiendra seront enflammés, mais ce que je constate, c'est que l'auditoire n'est pas clairsemé, et donc c'est une très bonne chose. Je voudrais simplement saluer votre initiative, qui est d'entrer dans les affaires européennes par le bon chemin, par la bonne porte, c'est-à-dire celle d'un film dont on sait qu'il est remarquable, qu'il montre la réalité de l'Europe en profondeur, et n'oublions jamais que, comme l'aurait dit Peggy, l'Europe est une cité charnelle. En réalité, on a beaucoup d'abstractions avec Bruxelles, les règlements, les directives, des procédures, des institutions auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Mais avant ça, c'est l'Europe, c'est le sang, l'espoir, la souffrance, les réalisations d'êtres humains qui plongeaient dans des aventures qui sont toujours tumultueuses, souvent tragiques, mais jamais désertées par la volonté de construire un monde qui est véritablement meilleur. Et si, pour réfléchir à l'Europe correctement, il faut d'abord avoir ça présent à l'esprit, avoir les valeurs présentes à l'esprit, avoir l'idée que ce que nous sommes en train de faire, difficilement, avec des reculs, avec des régressions, avec des errements, ce que nous essayons de faire, ce que nous sommes en train de faire, c'est de bâtir un monde habitable pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Et quand on voit ce genre de témoignage que celui que nous allons voir, du passé, on se dit effectivement, il y a du boulot. La scène de l'Arien, pas tout à fait authentique, mais enfin quand même, pas la première catégorie, mais quand même un véritable Arien. Ça prouve vraiment l'immense bêtise, au-delà de la haine, l'immense bêtise du nazisme. Ça me rappelle quand j'étais scout, j'avais un aumônier qui était un évêque d'ailleurs, qui était très sympathique et qui nous faisait des commentaires de la Bible en camp. Et un jour, il avait fait quelque chose sur David. Et David, il lisait un texte de la Bible et David avait les yeux bleus. Et il disait que c'était sur ce texte que les nazis s'étaient fondés pour dire que Jésus-Christ, en fait, n'était pas juif, puisqu'il descendait de David, et que David, ayant les yeux bleus, ne pouvait pas être juif. Évidemment, il n'avait pas entendu parler de Paul Newman. Mais, non, mais ce film est absolument magnifique. Je veux dire, c'est très, très difficile de parler après un film de cet ordre, et je veux dire, je crois qu'il faut surtout établir un dialogue entre nous. J'ai évidemment, tout au long de ce film, pensé à celle qui m'a introduit dans les affaires européennes, auprès de laquelle j'ai figuré dans la liste de 89, qui est restée, elle et son mari, dont je suis resté extrêmement proche jusqu'à leur mort à l'un et à l'autre. Je veux parler évidemment de Simone Veil. Je n'aurais jamais connu l'Europe sans Simone Veil. Je suis engagé, j'étais pro-européen, j'appartenais à la charnière du gaullisme de gauche et du centrisme, autour de Jacques Chaban-Delmas, autour de gens comme ça. J'appartenais à une famille politique qui était acquise au développement de l'Union européenne. Mais je dois dire que j'ai vraiment découvert l'Europe, l'Union européenne, en 1989, quand j'ai été choisi par Simone Veil et Pierre Megnery d'une façon assez arbitraire en réalité, parce que j'avais écrit pas mal de choses sur la rénovation de la vie publique, et ils ont eu le souhait de me mettre en position éligible sur leur liste. Je crois avoir payé de ma personne. Je veux dire que je n'ai pas trahi, je le disais encore à Megnery l'autre jour, je n'ai pas trahi l'engagement, le cadeau, le bienfait que j'ai reçu d'eux. Mais j'ai, tout au long de la campagne et après, vécu
très intensément les souvenirs de Simone Veil, qui était quelqu'un d'extraordinaire, parce que elle vous parlait de choses comme celles que nous venons de voir, avec énormément de pudeur et de retenue. Et puis dans la minute qui suit, et là on voit bien ces passages continus, dans la minute qui suit, elle racontait une histoire absolument rigolote, des histoires de fesses, d'ailleurs, n'importe quoi. Et à ce moment-là, tout son visage s'éclairait, ses yeux s'éclairaient, et elle éclatait de rire. Et il y avait une espèce de formidable joie qui apparaissait, mais 5 minutes ou 10 minutes avant d'avoir évoqué les souffrances abominables auxquelles, parce que c'est une histoire semblable, pas la même bien sûr, mais c'est une souffrance semblable que cette femme qui a perdu son père, son frère, sa mère dans les camps, qui est sortie avec sa sœur et qui en plus a eu la tragédie absolue de voir cette sœur mourir bêtement dans un accident de voiture quelques années plus tard, tout de suite en 50. Donc il y avait cette tragédie et en même temps cette force de vie, ce qui m'a toujours... Et là on voit ça à travers ce garçon et son frère. La phrase finale du frère, on va refaire une nouvelle vie, alors qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Eh bien non, ils n'ont pas perdu la volonté de reconstruire et de faire... Et ça, Simone et Antoine d'ailleurs aussi avaient tout à fait la même volonté, la même volonté de reconstruire. Et donc, elle me disait, soit on les tue tous, soit on fait l'Europe. Et elle a tout de suite pensé, mais dès qu'elle a trouvé son mari à Sciences Po, puisqu'elle a fait Sciences Po en sortant des camps, et elle a trouvé Antoine qui allait préparer l'ENA et devenir inspecteur des finances, et ils ont tout de suite adhéré à l'idée que le seul choix raisonnable, légitime, normal, le choix de vie, c'était de faire l'Europe. Elle avait un rapport assez compliqué avec les Allemands. Pas avec tous les Allemands, loin de là, mais elle avait un rapport assez compliqué. Elle n'a jamais pu effectivement avoir avec les Allemands un rapport tout à fait équivalent au rapport qu'elle avait avec d'autres. Mais elle était très très consciente de la nécessité absolue de faire l'Europe et de la construire sur l'entente avec l'Allemagne. Ça, je crois que c'était vraiment la façon pour elle. Il fallait passer totalement du contre au pour. Il fallait renverser la table, il fallait renverser le système, il fallait vraiment franchir faire une totale révolution mentale et morale. Et il y avait des gens, moi je connaissais, j'étais très lié à un autre juif allemand, appelons-le comme ça, c'est tout à fait qui était Joseph Rovan, qui était un ami personnel, qui avait quitté l'Allemagne en 1933, sa famille avait quitté l'Allemagne en 1933, et alors c'était des gens, je vous dis ça parce que je crois qu'on ne va pas parler des élections européennes, hein. Mais Joseph Rovan, il se trouvait dans une gare en août 40, ou fin juillet 40, dans une gare près de Lyon. Il attendait un train qui mettait évidemment, en ces temps troublés, un peu de temps à venir. Et à côté de lui, il y avait un homme qui lisait Esprit. Et il s'est approché de cet homme, et il ne le connaissait pas, et il lui a dit, écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, moi je suis Joseph Rovan, je viens d'Allemagne, je suis français, je suis, il était catholique d'ailleurs, il était Rovan, je lis Esprit, je vois que vous lisez Esprit, je me dis, sur ce quai, nous avons sans doute des choses à nous dire. L'homme en question, c'était Jean-Marie Soutou, qui allait plus tard devenir secrétaire général du Quai d'Orsay, le patron des équipes pro-européennes du Quai d'Orsay. Quand on parle des équipes pro-européennes du Quai d'Orsay, il faut savoir qu'on parle un peu d'un oxymore.
Parce que le Quai d'Orsay est fondamentalement pas tellement acquis à l'idée européenne. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, l'a imposé, l'a fait faire par Monet, qui était extérieur à la maison, puisqu'il était commissaire général au plan. Pourquoi, je fais cette trigue, pourquoi le Quai d'Orsay n'est pas complètement acquis? Pascal Lamy me l'a dit un jour, c'est très simple. L'Europe, ça consiste à dire que nos voisins sont nos amis éternels. Cessent d'être des amis un jour, des concurrents le lendemain, des ennemis le surlendemain. Or, le Quai d'Orsay vit de l'intermittence de l'amitié. Pour le Quai d'Orsay, les relations entre les États, ça change. De temps en temps c'est bien, de temps en temps c'est mal. Donc quand on leur dit, on fait avec les autres Européens un système institutionnel dans lequel on est à la vie, à la mort ensemble, bah, ça met un peu les diplomates au chômage. Donc, Jean-Marie Soutou, son fils Georges-Henri, est un des plus grands historiens français spécialistes des relations internationales, rencontre Joseph Revent, donc en fin juillet ou début août 40, dans cette gare, et au bout d'un quart d'heure, Georges-Henri, qui a publié Les souvenirs de son père, le rappelle, le rapporte, au bout d'un quart d'heure, que font ces deux personnes? Ils discutent d'une chose. Comment va-t-on réintégrer l'Allemagne une fois qu'elle aura été écrasée? Août 40. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a le général de Gaulle qui prononce l'appel du 18 juin en disant « l'Allemagne sera vaincue ». Mais combien de gens en août 40 pensent que cet épisode nazi ne sera qu'un épisode et qu'il faudra faire quelque chose? Et à ce moment-là, ces deux personnes se posent la bonne question, celle sur laquelle débouche ce film: comment va-t-on réintégrer l'Allemagne dans la communauté des nations et comment va-t-on faire quelque chose de totalement différent? Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé depuis 1950, parce que c'est en 1950, c'est pas le traité de Rome. Le premier grand traité, c'est le traité CK, où tout est contenu déjà dans l'organisation institutionnelle de l'Europe, tout est contenu dans le premier traité. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on décide de reconstruire quelque chose sur la négation de tous les errements des années 30. Les années 30 avaient idolâtré les régimes autoritaires, qu'ils soient nazis ou bolcheviques, fascistes. Là, on choisit clairement tous la démocratie représentative. On choisit le respect des droits fondamentaux. On choisit de rebâtir une civilisation en renouant avec ce qu'avait construit l'Europe, mais qu'elle avait, sous l'effet de dérèglements absolument massifs, totalement saccagé à partir de 1914. En réalité, en 1945, c'est une guerre de 30 ans qui s'achève, et c'est une destruction, une autodestruction de l'Europe. On reconstruit en se fondant sur ses valeurs fondamentales. On reconstruit en se disant que il faut créer entre les États des modes d'organisation, non pas détruire les États. C'est une erreur. Bien sûr, il y a un certain extrémisme pro-européen, que je trouve très sympathique d'ailleurs, mais qui est parfois irréaliste, qui consiste à dire qu'on fera plus d'Europe en faisant beaucoup moins d'États. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est de faire que les États, c'est une création de l'Europe. L'Europe historique, depuis le 5e siècle, depuis les royaumes qui ont succédé à l'Empire romain, c'est l'émergence d'États nationaux, d'États puissants. Donc l'État est une invention de l'Europe, fait partie de l'identité de l'Europe. Et en même temps, cet État qui fait partie de l'identité de l'Europe, c'est un État qui détruit l'Europe. La lutte des États parvient non contrôlée, non réglée, à partir du XXe siècle, à la catastrophe fondamentale. Donc l'État est à la fois une marque de l'identité de l'Europe et l'instrument de sa destruction. Donc le projet institutionnel qu'il faut bien comprendre, que personne n'explique, je crois, clairement, parce que les hommes politiques, les médias, je trouve, sur les questions européennes, ils ont de la sauce blanche à la place du cerveau, c'est l'idée que le pacte entre les États,
ça doit être un pacte de civilité, de civilisation. Exactement l'équivalent du pacte de Hobbes, le grand philosophe père à la fois de l'État et du libéralisme au XVIIe siècle, le grand philosophe anglais, l'homme qui a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Que dit Hobbes? Il dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Le petit homme qui sort de sa caverne avec sa pauvre matraque et qui tombe sur un individu qui est 2 fois plus grand que lui, qui a une matraque 2 fois plus grande, il est liquidé. L'homme est un loup pour l'homme. Que dit Hobbes? Il faut construire un pacte entre les hommes pour les protéger l'un de l'autre. Alors, Hobbes voit un pacte avec un État très puissant. Après, les libéraux, Locke, Rousseau, etc., enfin, Rousseau n'est pas vraiment libéral, les démocrates et les libéraux, originent ce pacte dans les hommes eux-mêmes. Mais l'idée de la révolution, ce n'est pas de réduire le pouvoir des individus, ce n'est pas de réduire les hommes, c'est de leur permettre au contraire de vivre en sécurité. Eh bien, le projet que l'on conçoit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est celui-là. C'est l'idée qu'entre les États, il doit y avoir des conflits, il y a toujours des conflits, toujours des différends, mais que ces conflits, on peut les résoudre par le dialogue, par le compromis, dans le respect du droit, et qu'il est infiniment moins menaçant pour un État de discuter de ses intérêts, quelquefois de perdre un arbitrage, quelquefois de le gagner, autour de ce que j'appellerais un tapis vert à Bruxelles, plutôt que de jouer son sort, quelque part dans une plaine à Sedan, où là on était plutôt dans les plaines orientales, une plaine à Sedan entre 1000 chars allemands contre 1000 chars français. Donc l'idée, la seconde grande idée, c'est qu'il faut construire un système institutionnel qui permette de conserver les États qui sont un des apports de l'Union européenne à l'histoire du monde, l'État laïque, l'État démocratique, l'État qui nous protège, l'État que nous aimons, nous Français tout particulièrement, mais en même temps l'empêcher de nuire et faire en sorte qu'au lieu que les États se détruisent, ils conjuguent leurs forces. Et là, on a mis au point tout un ensemble de mécanismes extrêmement intelligents, de pluralité des pouvoirs, de majorité qualifiée, de distinction entre un pouvoir d'initiative reconnu à une autorité indépendante qu'est la Commission, un pouvoir de décision qui est reconnu aux États, mais qui, se prononçant sur la base d'une initiative de la Commission, se prononce dans des conditions de sérénité beaucoup plus grandes, tout un ensemble de choses très intelligents, aussi intelligents que le comportement des nazis que nous venons de voir était bête et monstrueux. Donc c'est ça. D'abord, c'est le respect des droits. Ensuite, la construction d'un système très différent. Enfin, on se tourne le dos aux années 30, on construit une économie ouverte. On sait que c'est l'autarcie qui a accentué tous les échecs économiques des années 30, les millions de chômeurs, la misère, et au bout du compte, les tentations totalitaires. Eh bien, on accepte une économie d'initiative, une économie ouverte, mais tempérée par 2 choses, la régulation, et c'est pourquoi les grands traités européens sont des traités qui régulent le libéralisme, ce n'est pas le laisser-faire, c'est la liberté sous contrôle, la concurrence non faussée, tout un ensemble de choses. Ça marche plus ou moins bien, hein, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais c'est ça l'idée. Et la deuxième idée, c'est donc le deuxième tempérament, c'est d'accompagner cette libération économique d'un système de protection sociale, de redistribution, protection sociale étant à la fois sécurité face aux grands risques, maladie, vieillesse, et bien qu'on présente ça comme un risque est un peu paradoxal, les enfants, c'est vrai que Stendhal disait qu'un enfant était un créancier donné par la nature, mais c'est vrai qu'on prend en compte tout ça, et puis d'autre part, on assure une réduction des inégalités. Ça, c'est le projet fondamental des années 50, des 30 Glorieuses. Et ce projet, il est vraiment, quand on voit ce film, on comprend que ce projet mérite d'être défendu. On comprend que ces grandes révolutions ont été formidables. On comprend que ce que nous avons vécu depuis 50, ça a été le contraire de ce qu'on avait vécu entre 14 et 45. On comprend que
ce que l'Europe a connu ces 50 dernières années ou ces 60 dernières années, c'est ce qu'elle a eu de meilleur dans son histoire. Nos générations n'ont jamais connu à ce point la paix, la prospérité, le respect des droits, le respect de la liberté, l'idée que demain serait sans doute meilleur qu'aujourd'hui. C'est cela profondément que nous a offert et que nous offre l'Europe. Nous offre pas l'Europe, que nous, Européens, nous avons su construire. Nous, nos pères, nos grands-parents ont su construire depuis 1950. Le contraire absolu du monde abominable que nous venons de voir se déchirer devant nous. Et alors évidemment, ça fait réfléchir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si aujourd'hui nous voyons reparaître le spectre des années 30. Il y a énormément de différences. Il n'y a pas la même misère. Il n'y a pas du tout cette violence antisémite, bien qu'il y ait des violences racistes et xénophobes qui soient très fortes et qui ne demandent, hélas, qu'à s'exprimer. Et aussi de l'antisémitisme qui reste. Regardez les partis, justement, d'extrême droite de l'Europe orientale, en Hongrie, non pas le parti au pouvoir, mais le Jobbik, par exemple, ce sont des mouvements très inquiétants. Mais on voit bien que ces tentations existent. On voit bien que la démocratie représentative, il y a pas mal de gens qui disent le système autoritaire, c'est quand même bien. Alors, il y a une double contestation. Il y a la démocratie représentative, il faut s'en prendre aux élus, aux intermédiaires, à des gens comme moi en fait. Pourquoi? Parce qu'on veut que les décisions qui s'appliquent à moi soient prises par moi, ce qui est évidemment une utopie. Il faut évidemment construire un système avec des intermédiaires élus, les affaires politiques sont complexes, méritent des réflexions très, très compliquées, mais quand même, il y a l'idée. Donc il y a une contestation de la démocratie représentative. Il y a aussi un retour de l'autoritarisme. On le voit très bien avec Poutine, on le voit très bien avec Erdogan, on le voit très bien avec Orban, on le voit très bien avec Trump, on le voit même très bien avec les Chinois. Le dirigeant actuel est quand même infiniment moins ouvert à nos valeurs libérales que par exemple M. Deng Xiaoping. Nous voyons bien que les choses qui devaient évoluer dans le sens du libéralisme, de la conquête de nos droits au lendemain de la chute de l'Union soviétique, en réalité, c'est pas ça. Donc on a cette résurrection. On a une tentation protectionniste qui est extrêmement dangereuse. Je comprends bien, il ne faut pas être naïf. Quand on discute avec la Chine, il faut faire prévaloir des règles de réciprocité. Mais la réciprocité, c'est une chose, le protectionnisme en est une autre. Nous avons construit notre prospérité sur une économie ouverte. L'ensemble de notre industrie, de nos activités financières, de nos activités touristiques repose sur l'idée d'un monde qui est relativement ouvert. Et ça, il faut le préserver. Ensuite, sur la gestion des affaires internationales, le monde est multipolaire. Ce que nous opposons à la multipolarité, c'est le multilatéralisme. C'est-à-dire l'idée qu'on met en place des procédures dont l'Europe est une préfiguration pour régler nos problèmes, comme je le disais tout à l'heure, par le droit. Et là aussi, quand on voit l'opposition, par exemple, quand le président Macron est allé à Washington, il a délivré un message de multilatéralisme qui a été bien compris par le Congrès, beaucoup moins bien compris, reconnaissons-le, par le président des États-Unis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui avait été une communauté atlantique quand même assez respectueuse de chacun, quand le président Kennedy était venu à Berlin et avait dit « Ich bin ein Berliner », moi, Américain, je défendrai l'Allemagne comme je défendrai les États-Unis, on voit bien qu'on n'en est plus là. Et que M. Trump dit, l'Allemagne, j'en ai rien à faire, c'est des gens qui me vendent des voitures que je ne voudrais pas acheter, et je peux très bien faire un accord avec les Chinois et sacrifier les Allemands. Donc tout cela montre un certain retour à des valeurs. Ce n'est pas du tout l'horreur que nous venons de voir, mais il y a quand même un certain retour, une certaine fermeture de parenthèse par rapport à ce que nous avons connu. Mais en même temps, ça résiste. Les droits fondamentaux sont maintenus. La laïcité, qui est une des grandes inventions de l'Europe, une invention qui puise d'ailleurs ses origines dans l'histoire chrétienne aussi.
D'ailleurs, le mot laïque et le mot sécularisation sont des mots d'église. Ça vient pourquoi? Parce que la religion chrétienne a pensé en termes un peu différents d'autres religions la séparation entre le temporel, c'est-à-dire l'État, l'intellectuel, c'est-à-dire la science, et le cœur, pour prendre les trois ordres pascaliens, c'est-à-dire la liberté de conscience. Ça n'a pas été facile, mais la laïcité est sortie de cela. Ce qui caractérise l'Europe, c'est la laïcité. C'est l'idée que l'État n'opprime pas les consciences, que l'intelligence créatrice est libre, ce qui permet d'avancer, ce qui permet de progresser, ce qui permet la croissance. Et enfin, que la liberté de conscience est sacrée, que nous pouvons prier comme nous l'entendons. Ça, c'est fondamentalement l'héritage européen. Alors tout ça se défend. Il y a des forces énormes qui continuent à défendre ça. Il y a des forces importantes qui continuent à défendre le multilatéralisme. Il y a des forces importantes qui disent non, on ne va pas sauver la planète en se repliant sur nos frontières. Tous les défis que nous avons à relever impliquent de la solidarité. Défis démographiques et migratoires, défis financiers, de régulation économique et financière, défis commerciaux, défis de la pauvreté, défis de la lutte contre le terrorisme, défis de la lutte contre la grande criminalité. Tout cela se décline sur un plan national, européen, mondial. Donc nous avons besoin d'une Europe forte. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a ceux qui ont peur. N'ayez pas peur, disait le pape. Il y a ceux qui ont peur et qui tentent à se replier. Mais ce n'est pas une solution. Les défis sont des défis multilatéraux. Nous n'allons pas construire un village d'Astérix. Nous n'allons pas construire la maison en dur de Naf-Naf. Nous allons en fait participer à un monde. Si nous n'allons pas au monde, le monde ira à nous. Le monde nous rattrapera. Nous n'allons pas reconstruire un espèce de ghetto doré. Ça n'est pas comme ça. Mais il y a effectivement, face à un monde dangereux, face à un ressaisissement, un développement des émergents, des concurrents économiques terribles, des menaces sur la démocratie, il y a la tentation de se replier sur des, comme on disait dans l'armée française en 1940, mais le précédent n'est pas heureux, sur des positions préparées à l'avance. Non, ce n'est pas comme ça que nous arriverons. Nous arriverons en reprenant ce que disait Simone Veil, c'est-à-dire en renouant le fil de la civilisation, en faisant exactement l'inverse de ce qu'ont fait les bolcheviks, les staliniens et les nazis dans le film que nous venons de voir, en retissant des liens de civilité, en défendant la démocratie représentative, en défendant une gestion des affaires internationales fondée sur le multilatéralisme, en défendant une conception intelligente, à la fois ouverte et très régulée socialement de l'économie. C'est comme ça que nous tiendrons notre rôle, qu'au XXIe siècle, ce que nous représentons, ce que nous sommes, ce que nous aimons, nos intérêts, nos valeurs, notre façon de sentir le monde, de le penser, de l'écrire, de le peindre, de le chanter, tout ce qui fait notre civilisation européenne sera préservé. Alors, c'est le grand enjeu. Je dois dire que par les temps qui courent, et je terminerai par ça, il n'est pas toujours facile de faire entendre ce véritable enjeu. Nous sommes écrasés par l'instantané, par le ressentiment, par les passions hostiles, les mises en cause plus ou moins mesquines. Nous ne sommes pas actuellement, nous autres Européens, pas seulement les Français, nous ne sommes pas à la hauteur. Je participais, je termine là-dessus, parce que je suis trop long. Je participais à un colloque avec nos amis britanniques à Versailles il y a quelques jours. Il y avait la fine fleur des partis politiques britanniques, en général plutôt favorables au Remain, au fait de se maintenir plutôt qu'au Brexit. Et je leur disais, et ils étaient très sensibles à ça, j'ai été applaudi quand je dis ça, je leur disais, écoutez, c'est dramatique. Ce que nous représentons, Britanniques et Français, c'est tellement prometteur pour l'avenir. Nous avons des traditions démocratiques et parlementaires les plus éprouvées, les meilleures. Nous avons un sentiment de l'engagement international, de l'engagement planétaire, militaire notamment, et international
qui est absolument fantastique. Nous partageons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes préoccupations sur l'écologie, nous avons la même volonté de construire une économie libre et quand même de ne pas oublier la solidarité sociale. Nous avons tout cela et nous allons nous séparer sur un accord provisoire auquel personne ne comprend rien. C'est un malentendu historique absolument inimaginable et incroyable. Et les Britanniques m'ont tous applaudi. Les Britanniques étaient là. Ils m'ont applaudi parce qu'ils avaient le sentiment, effectivement, qu'on allait à contresens de l'histoire. Et c'est bien là où nous en sommes. Est-ce que face, après ce film, nous allons effectivement réfléchir que nous avons un trésor à défendre, un héritage, peut-être que notre héritage n'est précédé d'aucun testament, comme dirait René Char, mais nous avons un héritage fabuleux, l'héritage des 60 dernières années, qui tranche complètement avec l'horreur que nous venons de voir, c'est quelque chose, c'est un trésor que nous avons le devoir de défendre. Est-ce que nous allons laisser perdre tout cela, ou est-ce que nous allons nous rassembler, nous mobiliser, non pas dans la souffrance, dans l'effort, certainement, il y a des efforts à faire, nous rassembler pour briller, pour que la civilisation européenne, la civilisation du droit, la civilisation de la paix, la civilisation du respect des droits fondamentaux des hommes, des femmes, la civilisation de l'alliance entre la liberté et la solidarité, de l'alliance entre la victoire et la pitié, si je puis dire, cette civilisation-là, est-ce que nous allons faire les efforts nécessaires pour la maintenir? Ce que nous venons de voir, c'est l'immense écart à notre histoire qu'a représenté le milieu, la première moitié du XXe siècle. Une espèce de sortie de route absolument terrifiante. Nous avons remis la voiture sur la route en 1950. Et depuis lors, nous progressons. Nous n'avons jamais baissé la garde. Même quand c'est dur, regardez l'euro. Tout le monde s'est rallié à l'euro, même Marine Le Pen. Ça veut dire quelque chose. Tsipras, l'extrême gauche, tout le monde, parce qu'au bout du compte, il y a quelque chose d'essentiel dans tout cela, qui est effectivement notre volonté d'engager, de construire le XXIe siècle. Alors moi, quand je vois ce film, je souffre évidemment d'un bout à l'autre, comme vous, comme nous tous, mais je puise dans ce film d'immenses raisons d'agir et d'espérer. Écoutez, pour nous, c'est assez troublant parce que nous sommes de l'ouest de l'Europe. Et ce qu'on voit maintenant dans toute la littérature, les bienveillantes et toute cette littérature-là, c'est ce qu'a été la guerre à l'Est. Et on voit, mais les summums, l'atrocité absolue de la souffrance accumulée à l'Est. Or, c'était l'Europe. C'était le conflit des chevaliers teutoniques entre l'Allemagne, la Pologne, la Russie. Ces pays-là, la Pologne, détruite par son inconséquence, car la Pologne a vraiment été plus qu'irresponsable du temps du colonel Beck. Je vous rappelle que la Pologne, par exemple, a participé... J'aime beaucoup les Polonais. Hein. J'ai fait énormément de choses pour qu'au Parlement européen, j'ai présidé la commission mixte Parlement européen diète de Pologne pour favoriser l'accès de la Pologne. Mais il faut se rappeler que, par exemple, ils ont été partie prenante au dépaissement de la Tchécoslovaquie à Munich. Ils ont eu un petit territoire de rien du tout, ce qui ne les a pas empêchés de... Ils n'avaient pas compris que les Russes et les Allemands leur régleraient leur affaire. Donc, c'est vraiment en Europe de l'Est que la réalité, la civilisation européenne, c'est le plus profondément, le plus complètement détruite. Et là, on le voit magnifiquement dans ce film. Tout est dit des affrontements, de l'horreur bolchevique, l'horreur stalinienne, l'horreur nazie, bien entendu, l'irresponsabilité polonaise qui disent on n'arme pas les juifs contre les Allemands, enfin, etc. Enfin, tout ça et tout ça était totalement absurde. Donc c'est là qu'on a vécu le plus grand collapsus. Donc je crois que c'est ça que veut dire le film. On ne peut pas construire une Europe aujourd'hui sans avoir en mémoire
que c'est là que se sont produits les plus grands désastres. Nous avons tendance à voir la guerre franco-allemande. C'est vrai, ça a été terrible, ça a été très important, il y a eu des déportations, il y a eu des choses, mais l'immensité des souffrances vécues à l'Est, au centre et à l'Est de l'Europe, c'est sans commune mesure avec tout le reste. Et donc, il est normal d'attirer l'attention sur le fait que ce qui s'est passé là, c'est l'épicentre de la tragédie européenne. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est ça que les auteurs ont eu en tête, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et c'est pourquoi, et je vous mets en garde sur cela, j'ai toujours été, pour ma part, favorable à l'élargissement de l'Union européenne. Je crois que nous n'avons pas fait l'élargissement dans de bonnes conditions, mais c'est notre faute. Et d'ailleurs, je puis vous dire qu'au Parlement européen, dès les années 93, j'avais personnellement engagé une action pour qu'on réforme les institutions, pour gérer dans de meilleures conditions une Union européenne qui comprendrait plus de 20 membres assez rapidement, alors qu'elle avait été initialement construite pour en faire vivre 6. Il y avait des changements. Delors était à l'époque président de la Commission, et il a tout à fait soutenu mes initiatives. Juppé était ministre des Affaires étrangères, c'était le gouvernement Balladur, il les a également soutenus. Alain Lamassoure était ministre des Affaires européennes, nous étions bien d'accord, et ça ne s'est pas fait parce que Kohl a estimé qu'il fallait élargir à la Suède, à l'Autriche et à la Finlande, sans faire aucune réforme institutionnelle. Or, c'était une erreur, et Mitterrand, je le comprends d'ailleurs très bien, a accepté ça parce qu'il venait d'obtenir de Kohl l'abandon du Deutschmark et la création de l'euro, et qu'il estimait qu'il ne fallait pas créer un nouveau conflit avec la République fédérale. Mais c'était une erreur, parce que nous savions bien que nous ne pouvions pas réformer l'Union. Mais en revanche, le mouvement vers l'Est était très justifié. Et ça a été un plein succès, à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie, qui n'étaient pas prêtes. Et là, nous n'avons pas, à mon avis, moi j'ai voté contre en début des années 2000, l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie. Je pense qu'il fallait évidemment s'occuper d'eux, mais qu'on aurait dû créer un contrat d'association pendant plus longtemps, veiller à ce qu'ils construisent un véritable État pluraliste, libéral, purgé d'une grande partie de la corruption qui ravage ces pays, et que c'était nécessaire. Mais en revanche, pour les pays, ce que Jacques Rupnik appelle le cercle de Habsbourg, c'est-à-dire la Slovénie, la Hongrie, la République tchèque, même la République slovaque, et évidemment la Pologne, je pense qu'il était absolument nécessaire de faire le geste de réintégration de ces pays dans l'ensemble européen, et que ça a été un immense succès. Il suffit de voir ce qu'étaient la Pologne et l'Ukraine au début des années 90 et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. On voit que la Pologne est sortie du sous-développement et que l'Ukraine s'enfonce quand même. C'est une société politique détruite, corrompue, assez incapable de se gérer elle-même. Donc je crois que nous avons eu raison, parce que c'était là, les Allemands nous l'ont dit, les Allemands, Adenauer avait trois idées après la guerre. Il disait, la tâche de la République fédérale est triple. Il faut se réconcilier avec le peuple juif, donc avec Israël. Il faut se réconcilier avec le peuple français, donc développer une coopération avec la France, et il faut que nous nous réconcilions avec le peuple polonais. Bon, le peuple polonais, ça a été le grand différé de l'affaire, puisqu'il a fallu attendre l'effondrement du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique pour que ça puisse se faire. Mais on avait effectivement, les Allemands avaient raison. On ne pouvait pas faire une Europe qui se centre uniquement sur la réconciliation franco-allemande. Nous, on voyait, nous sommes à l'ouest, hein, mais les Allemands étaient au centre et ils avaient raison de faire cela. Et je crois qu'on l'a fait. Alors aujourd'hui, on est confronté à des difficultés. Moi, j'ai tendance à croire que les difficultés ne sont pas de même nature en Pologne et en Hongrie. Je pense qu'en Pologne, nous allons gagner la partie.
on voit bien, il y a une régression polonaise qui est incarnée par, aujourd'hui par le jumeau survivant, le PiS, le parti, qui est un parti un peu crasseux quand même, un catholicisme vieillissant, des valeurs xénophobes, un antisémitisme latent. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui viennent des années 30. Mais malgré tout, on a réussi l'acclimatation, le développement économique. Et quand on regarde les dernières élections municipales, elles sont prometteuses. Le PiS n'a pas été vaincu, mais il est en voie de marginalisation. Toutes les jeunes générations ont voté pour les partis démocratiques, pour la plateforme. Le PiS a reculé. Toutes les zones urbaines ont voté pour les partis démocratiques et pro-européens. C'est les campagnes qui sont restées un peu fixées dans des valeurs conservatrices qui doivent effectivement être dépassées. Donc j'ai confiance. J'ai confiance dans le fait que la Pologne, quel gros morceau quand même, hein, c'est là où il y a 40 millions d'habitants, enfin, c'est là que les choses se passent. J'ai confiance. Sur la Hongrie, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que le leader est très fort, qu'il gère quelque chose de très important, qui est une interface très difficile avec le monde musulman, parce que c'est la tradition hongroise. Hein, les Hongrois, c'est quand même une reconquête sur le monde turc très récente. C'est entre 1715 et 1730 que le prince Eugène, après avoir combattu les armées françaises, avec pas mal de succès, mais un échec final, Dieu merci pour nous, à Denain, se tourne et reconquiert toute la plaine hongroise. Et c'était une plaine dévastée. Les Turcs n'avaient pas laissé grand-chose. Et donc, il y a une sensibilité extrêmement vive. Bon. Et ça, on peut le comprendre, et ça doit se traiter. En revanche, ce qu'on ne peut pas admettre, c'est la façon dont M. Orban met en cause les principes fondamentaux de la démocratie représentative. Et là, c'est embêtant parce qu'il est extrêmement soutenu, même s'il commence à avoir des difficultés, notamment sur le plan social, puisqu'il essaie de faire passer des lois sur les heures supplémentaires qui sont très franchement un peu dingotes. Mais il faut bien comprendre que la Hongrie, c'est quand même un cas. La Hongrie, c'est des gens très intelligents. Hein. C'est vraiment... c'est les plus intelligents des marginaux, les plus marginaux des intelligents. Ils ont inventé des tas de trucs. Ils étaient d'ailleurs en 14, ils étaient assez réticents sur l'entrée en guerre, à la différence des Autrichiens, pour une raison simple, c'est qu'ils détestaient François Ferdinand. Donc ils étaient contents de l'assassinat de Sarajevo, parce que François Ferdinand voulait transformer la monarchie bicéphale en monarchie tricéphale, c'est-à-dire mettre les Tchèques à égalité avec les Hongrois. Ça, les Hongrois, l'aristocratie hongroise, n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc ils ont freiné, ils n'ont pas été bien récompensés, puisque malgré tout, au traité de Trianon, ils se sont quand même fait singulièrement rétrécir leur royaume, ce qui était d'ailleurs inévitable, parce que soit ils avaient tous les Hongrois en Hongrie, et ça impliquait qu'il y ait énormément de minorités extérieures, soit il n'y avait que des Hongrois en Hongrie, et ça supposait qu'il y ait énormément de Hongrois dehors. C'est ça le drame hongrois. Et aujourd'hui, le drame hongrois, c'est cette espèce de crispation, de peur. C'est une nation qui n'arrive pas à se trouver, c'est une nation qui a des problèmes démographiques absolument massifs, un effondrement de la natalité considérable, et à 18 ans, un développement massif de l'exode vers les autres pays d'Europe, l'Allemagne d'abord, mais aussi vers les États-Unis, vers l'Amérique. Donc, et ils parlent une langue qui n'est connue et compréhensible que d'eux seuls. Donc, ils ont le sentiment d'être, en tant que civilisation hongroise, dans une très grande précarité. Mais je pense que l'avenir, et il faut veiller à cela. C'est pour ça qu'il faut raisonner très intelligemment dans les rapports avec l'Est de l'Europe. L'avenir, c'est quand même de récupérer la Pologne, de la replacer. Alors la Pologne a l'avantage sur la Hongrie, c'est qu'elle est très méfiante à l'égard de Poutine. De façon d'ailleurs, comme toujours, les Polonais, de façon excessive, ils sont absolument convaincus que ce sont les Russes qui ont tué leur président,
Alors que très vraisemblablement, c'est l'obstination polonaise du président polonais à vouloir faire atterrir son avion dans une tempête de neige, malgré les recommandations de la tour de contrôle russe, qui a conduit à ce désastre absolu de la mort de lui-même et de l'essentiel de la haute administration civile et militaire polonaise. Mais ça, ils ont donc, malgré tout, je pense qu'il y a là quelque chose auquel il faut veiller, et ce que nous montre ce film, c'est qu'on ne peut pas traiter les affaires européennes sans s'occuper de près des affaires de l'Est. Notre parcours est beaucoup plus réussi à l'Est, même s'il y a des erreurs, même si la directive sur les travailleurs étrangers n'est pas bonne, etc. On a fait des bêtises, on fait toujours des bêtises en politique. Mais l'essentiel doit être préservé. Voilà, j'ai répondu trop longuement à votre question, et de toute façon, mais je pense que ça nous permet de réfléchir quand même, ce titre, au fait que l'Europe, c'est pas simplement ce qui se passe entre Seine et Rhin, c'est aussi ce qui se passe dans la plaine orientale. Est-ce que vous voulez boire un petit peu ? Ah, ça c'est une bonne idée, parce que vous voyez que je vais arrêter de parler, faute de pouvoir m'exprimer. Bon, peut-être, je vous promets de répondre brièvement aux questions suivantes. Ma question va être courte. En tout cas, je retiens du film qu'il y a, au cœur de ce film, il y a des jeunes qui sont victimes ou qui se sont retrouvés dans le piège de cette guerre. En même temps, vous avez parlé des valeurs de l'Europe comme projet d'avenir. Là où je ne vois pas aujourd'hui dans nos discussions, c'est les jeunes d'aujourd'hui, dans quel piège ils se trouvent ou dans quelle implication ils se trouvent, dans quelle mobilisation ils se trouvent en France, je ne le vois pas. Je parle de mes enfants, je parle des gens qui sont autour au travail, etc. Donc les valeurs, ok, mais ce message, je ne sais pas s'il est entendu par les plus jeunes. Ben, écoutez, je ne sais pas, il y avait une salle très jeune tout à l'heure. Là, merci Clotilde. Il y avait une salle très jeune tout à l'heure. Là, la salle que nous représentons est plus mûre, indiscutablement. Moi, j'ai 72 ans, donc je suis assez à l'aise pour me sentir pas tout à fait représentant des jeunes. Mais je crois que vous touchez quelque chose de très important, qui est un des éléments de la crise actuelle, les gilets jaunes ou pas, enfin tout un ensemble de choses qu'on voit partout. Je crois qu'il y a une crise extrêmement grave, et c'est ça qui nous mine. On ne vit pas les horreurs qui sont décrites dans ce film, mais on vit une corruption très profonde de l'idéal politique. Je pense que nous vivons une crise de la sociabilité politique. Ce que les gens ne savent plus ce que c'est que la police, au sens hellénique du terme, la cité. Ils n'ont pas, je vois dire mes collègues, ils sont très intelligents, mes collègues d'En Marche, on en dit beaucoup de mal, je participe à la même majorité qu'eux, mais on voit qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est que la politique. Ils n'ont pas étudié la République romaine, ils ne savent pas ce que c'est que la gravitas. Le fait qu'un discours politique, c'est un discours qui s'adresse à un certain type de problèmes, qui prend en compte un certain type de valeurs. Eux, ils disent qu'il faut diriger comme une entreprise. C'est pas vrai. Les entreprises, c'est très important, mais la politique, ça n'est pas. L'entreprise, c'est un monde où il faut évidemment respecter les lois, etc. Mais c'est un monde qui est très clairement, il faut faire du profit, développer des investissements, répondre à des besoins qui sont très clairement identifiés. La politique, c'est les critères. Il faut inventer ses propres critères. Il faut savoir quelles valeurs on défend et quelles valeurs on ne défend pas. Il faut savoir quelle est la part de liberté qu'on veut mettre dans l'organisation des sociétés humaines et la part d'égalité et de contrainte. Donc il y a tout ça, ce sont des choix qui sont innés. Et là, ce qui est frappant, c'est la crise générale de la sociabilité politique. Je vous en donnerai un exemple très clair, à mon avis. L'exemple du Brexit. Certains présentent le Brexit comme une revanche des nations, de la souveraineté britannique, sur l'emprise supranationale, la pieuvre
européenne. Je crois que c'est tout à fait faux. Ce qui est frappant, c'est que la mise en cause réelle des institutions européennes s'accompagne d'une crise profonde du Royaume-Uni lui-même, que jamais le Royaume-Uni n'a été aussi divisé, que jamais depuis 2 siècles et demi, 3 siècles, les Écossais se sentent si éloignés des Anglais, les Gallois si éloignés des Anglais, l'Angleterre du Nord si éloignée du bassin de Londres, les partis politiques eux-mêmes qui sont la fierté de la démocratie universelle, les Anglais ont inventé la démocratie parlementaire, ça ne marche plus. Le Parti conservateur est cassé en deux, le Parti travailliste est cassé en deux, et nos amis britanniques ne savent plus où donner de la tête. Donc on a simultanément une crise de l'Europe et une crise des nations. Regardez les nations qui éclatent. La Belgique a quasiment disparu, la Yougoslavie a volé en éclats, la Tchécoslovaquie aussi. Ces 3 pays, je vous le rappelle, sont des créations assez largement françaises. La Belgique a été créée dans les années 30 par un accord entre les Britanniques et les Français. C'est l'œuvre de Talleyrand, Louis-Philippe et Talleyrand, pour ce qui nous concerne. La Yougoslavie et la Tchécoslovaquie sont des créations de l'après-Première Guerre mondiale. Ça reposait sur un concept de nation à la Renan, la volonté de vivre ensemble. On domine, on n'a pas forcément la même langue, les mêmes héritages, etc., mais on veut vivre ensemble. Ça, cette notion-là est en crise. Et on voit bien qu'on assiste plutôt à la revanche de la nation ethnique. Et la nation ethnique, elle se fragmente. Vous voyez l'Espagne, on a la Catalogne, vous voyez même la Corse. Moi, je connais bien la Corse, ma femme était corse et j'ai des liens très profonds avec sa famille, bien que je sois veuf, et je vois bien que jamais je n'aurais imaginé il y a 20 ans que les nationalistes et les autonomistes auraient pu administrer l'île. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc on a une implosion. Regardez les partis politiques généralistes. Ils disparaissent, pas seulement parce qu'ils sont mauvais, mais aussi parce qu'ils sont généralistes. Les gens s'identifient, se mettent sur des enjeux très spécifiques et n'en sortent pas. Les uns défendent des causes religieuses, comme par exemple Sens commun pour l'Église traditionnelle, ou des causes sexuelles sur le droit à l'homosexualité, les LGBT, etc., ou des causes animalières ou végaliennes, enfin des choses. Vous avez des combats singularisés et personne ne s'intéresse à l'ensemble. Regardez il y a un sujet qui ne trompe pas. Regardez faites la comparaison entre les élections présidentielles de 2002 et celles de 2017. En 2002, vous avez les 3 candidats principaux arrivent dans un mouchoir de poche. Hein, Monsieur Chirac, Monsieur Jospin, Monsieur Le Pen. Monsieur Jospin est éliminé. Mais Monsieur Chirac fait 2-3 points de plus que Le Pen, à peine. Enfin, vraiment, au second tour, Jacques Chirac fait 82% des élections et Le Pen 18%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les Français étaient devenus chiraciens. Il fait moins de 20%, il fait moins que Macron au premier tour, Chirac. Mais ça veut dire simplement que les Français avaient le sentiment d'appartenir à une république, d'appartenir à un vivre ensemble, d'avoir un trésor, justement, à préserver, qui était un trésor commun. Et donc, ils se sont reconnus massivement sur la personnalité de Jacques Chirac comme étant la personnalité la plus à même de préserver, de sauvegarder ce patrimoine. Regardez ce qui s'est passé en 2017. Apparemment, Macron est plutôt plus entre la droite et la gauche que Chirac, et bien pas du tout. Au second tour, il fait un premier tour tout à fait honorable, et au second tour, on voit bien que, et à droite et à gauche, les gens répugnent à se désister pour lui, que l'abstention est importante, que le vote blanc est considérable. Ça ne veut pas dire que Macron est pire que Chirac ou mieux que Chirac, c'est pas ça le problème. Ça veut dire que les gens ne se sentent plus la nécessité de faire le second meilleur choix, de faire le vote raisonnable, le vote qui leur permet de
de se retrouver ensemble. Ils votent pour leur candidat est éliminé, et ils sont nombreux, pas tous, heureusement, à dire, ben voilà, on est hors du coup, etc. D'où l'apologie du vote blanc, d'où un certain nombre de choses comme ça, qui sont le signe d'une crise profonde. Et cette crise, et au bout du compte, ce que les gens aiment, c'est de toutes petites communautés. C'est ce qu'on appelle le zadisme, par exemple. Les zadis, ça veut dire zone à défendre. Notre-Dame-des-Landes, un carré de légumes dans lequel se mettent des militants, et ils essaient, pour une cause juste ou pas juste, c'est pas ça que je mets en cause, mais une cause restreinte, petite, village d'Astérix en quelque sorte. Et ça prouve une décomposition du lien politique. Et c'est ça, je crois, le terrible problème auquel nous sommes confrontés. Alors évidemment, les gens qui sont fonctionnellement chargés de faire du lien politique, d'abord les élus, mais aussi les journalistes, les intellectuels, tous ces gens-là sont effectivement profondément pris à partie. Non pas parce qu'ils abusent, etc., mais en réalité parce que les gens ne se sentent pas représentés, parce que les gens s'identifient à une cause, hein, le 80 à l'heure, ou le gazole, ou l'écologie, enfin peu importe, la cause, il y en a de toutes sortes, et tous ceux qui essaient de bâtir des espèces de synthèses en disant, écoutez, il faut faire une offre politique à peu près générale qui réponde à plusieurs choses, apparaissent comme assez douteux en réalité, et donc méritent d'être contestés. Voilà ce que je ressens, et les jeunes sont... Alors ça s'explique hein, par la crise des grandes idéologies de rassemblement, que ce soit le Parti communiste, l'Église, le développement des réseaux sociaux qui mettent en avant vraiment l'agressivité, le ressentiment, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui émergent dans tout ça, et qui sont très inquiétantes, et je crois que c'est ça qu'il faut combattre. Et moi, je dois dire, j'ai 72 ans, comme je vous l'ai dit, je suis donc assez près de poser le sac, je ne vais pas me représenter à la prochaine élection, on ne peut pas se présenter au-delà de 75 ans, sauf si on est complètement bituré, et je vais poser le sac, et je vais le poser dans l'inquiétude. Parce que, effectivement, moi, quand j'ai commencé, hein, j'ai été professeur de lettres, puis j'ai fait l'ENA. J'ai fait l'ENA parce que je voulais servir l'État. J'avais la passion du bien public. Je n'imaginais pas qu'on puisse, pour moi en tout cas, qu'on puisse faire autre chose que de servir la collectivité nationale, la servir dans le respect des autres, la servir au plan européen. Maintenant, tout ça apparaît comme totalement archaïque, totalement démodé, et malgré tout, j'ai quand même un peu de nostalgie pour ce monde de l'engagement, qui était effectivement ce monde de l'engagement qui était profondément nourri de ce que nous avons vu. C'est-à-dire du « plus jamais ça », rebâtissons une société humaine, c'est Camus. Les générations antérieures voulaient faire un monde nouveau. La tâche de notre génération est d'empêcher que le monde actuel se défasse. Camus a dit ça alors quand il a reçu le prix Nobel. Je crois que 60 ans plus tard, cette formule est encore tout à fait justifiée. Je pense que c'est complètement absurde. C'est pas nouveau. Hein. Je me rappelle que le gouvernement de M. Mitsotakis, au début des années 90, est tombé avec une dissidence qui avait été organisée par M. Samaras, qui après a été Premier ministre, un brillant Premier ministre d'ailleurs, il fait ce qu'il a pu. Il a été battu par Tsipras, mais il avait été assez bon, et avec une fièvre nationaliste totalement absurde et exagérément soutenue par le clergé orthodoxe. Là, on voit bien le danger d'avoir l'orthodoxie, qui est quand même un lien beaucoup trop... Il y a là, en Grèce, en Serbie, évidemment en Russie, il y a ce danger qui est un peu inhérent à des églises autocéphales et orthodoxes, d'avoir un lien beaucoup trop étroit entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et là, l'Église joue
de façon extraordinairement forte la cause nationaliste, et vraiment, comme disait Mitterrand, je ne suis pas mitterrandiste, mais comme disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Il faut éviter, c'est totalement absurde de se battre pour l'étiquette, savoir si l'ancienne République de Macédoine, qui était une des parties de la fédération yougoslave, a le droit de s'appeler Macédoine ou pas. Enfin, c'est quand même... oui, c'est une vraie Macédoine. Oui, je crois, moi, beaucoup de liens m'attachent à l'Italie. J'ai dit que ma femme était corse, mais elle était à moitié italienne aussi. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu à Bologne. Ma femme était du nord de l'Italie, tout à fait du nord, mais elle était née à Naples parce que son père était professeur agrégé d'italien, et donc j'ai vécu vraiment très, très intensément les liens avec l'Italie. J'ai vu la Lega, j'ai vu dans le nord de l'Italie la Lega progresser, et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que les slogans de la Lega, c'était pas très loin de ce que nous voyons là. Et Salvini n'est pas très éloigné de ce que nous avons vu. Bah, faut pas exagérer, hein, on ne peut pas atteindre le niveau d'horreur que celui qui a été décrit, mais il y a quand même une tendance à un racisme ordinaire. La force qui résistait le plus, c'était l'Église, en réalité. Le Parti communiste ayant un peu naufragé dans tout ça, c'était l'Église, et on voit que l'Église a été quand même très très sévèrement battue. Le combat pour l'accueil des immigrants, c'était vraiment l'Église. Les Italiens, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je crois que Salvini m'inquiète beaucoup, mais en même temps, je sens une extrême prudence italienne. D'abord, je crois qu'il y a eu des raisons économiques précises. Les Italiens n'ont pas réussi leur insertion dans l'euro. Ils ont pas eu de croissance. Ils ont une pathologie dans le Sud absolue, une pathologie sociale absolument terrifiante. La mafia, etc. C'est vraiment quelque chose de... Le pays, le sud du pays est très profondément gangrené, et le nord assez intolérant. Donc il y a vraiment des éléments inquiétants. Mais il y a quand même des forces de stabilité. D'abord l'Église, ensuite une gauche qui, malgré tout, continue à... Bon, est un peu liquéfiée, mais continue un peu à exister. L'engagement, un patronat qui est assez conscient de la nécessité de garder le cap européen, et on voit bien que dans la gestion concrète des affaires européennes, les Italiens se gardent bien de franchir la porte du supportable. Sur le budget, ils ont transformé leur politique et leur projet initial, et ils reviennent dans les clous, très, très difficilement dans les clous de l'Union européenne. Ils sont donc attachés à la préservation de l'euro, ce qui est quand même très, très significatif. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles, mais il faut surveiller ça. Il y a un échec très profond des forces politiques qui sont proches des miennes, c'est-à-dire les forces de centre-gauche ou de centre-droit, qui n'ont vraiment pas été à la hauteur des défis, et c'est quelque chose à surveiller. L'Italie a été fasciste, il ne faut pas l'oublier. Le fascisme n'est pas mort, ça existe encore, mais je pense que malgré tout... Cinque Stelle, c'est pas grand-chose. La Lega, c'est beaucoup plus inquiétante, mais je pense quand même qu'on va sauver l'essentiel. Je ne pense pas que l'Italie soit durablement menacée d'une sorte de révolution idéologique comparable à celle que M. Orban propose à la Hongrie. Mais reconnaissons qu'on a le même problème en Autriche, qu'on a le même problème aux Pays-Bas, d'une certaine façon. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les valeurs que j'expliquais, donc que je décrivais tout à l'heure comme fondamentales pour nous, ça ne va pas de soi. Les choix fondamentaux de rupture par rapport aux années 30 et aux années 40 que nous avons effectués, que nos pères ou nos grands-pères ont effectués dans les années 50, moi, quand j'étais jeune, je croyais que c'était gagné, qu'on ne reverrait plus jamais ça. Ben, aujourd'hui, il faut bien voir que ce n'est pas gagné, et que nous avons une lutte à mener.
Mais j'ai quand même confiance, parce que je crois que l'intérêt profond de notre civilisation, de notre économie, de notre société, de nos intellectuels, de notre vie concrète, des journaux que nous aimons lire, de tout un ensemble de choses, que tout cela passe par la victoire de ces forces-là. Mais il faut se mobiliser. Ça n'est plus donné. Et en Italie, on a bien vu que la classe politique s'est laissée surprendre. Il faut se battre, c'est tout. Le général de Gaulle disait à la fin de sa vie, la vie est un combat, le succès coûte l'effort et le salut exige la victoire. Oui, la vie est un combat, le succès coûte l'effort et le salut exige la victoire. Voilà.